France Inter, le 18-20. Au téléphone sonne ce soir, francophone d'ici et d'ailleurs, et si on faisait connaissance? Question posée à l'occasion de la 22e semaine de la francophonie et de la langue française qui se termine dimanche. Une semaine placée cette année sous le signe du numérique, car la place d'une langue sur la toile est bien sûr un enjeu essentiel aujourd'hui. Mais au fait, combien y a-t-il de francophones dans le monde et qu'entend-on exactement par là? Entre ceux qui utilisent le français au quotidien, ceux dont c'est la langue maternelle, ceux qui le comprennent. On en parle ce soir avec le linguiste Bernard Cerquiglini, auteur d'un dictionnaire publié chez Larousse intitulé « Enrichissez-vous, parlez francophone ». On y trouve des tas de mots et d'expressions venus des quatre coins du monde francophone. Bonsoir Bernard Cerquiglini. Bonsoir. Bienvenue sur France Inter. Avec nous également l'humoriste burkinabé Roukiata Ouedraogo qui a l'habitude de sillonner le continent africain avec ses spectacles, ce qui l'a conduit à distribuer un lexique aux spectateurs car le français n'est pas le même partout, surtout quand il y a des spectacles en France. Bonsoir Roukiata Ouedraogo. Bonsoir. Merci d'être avec nous. En direct également de Québec, notre correspondante Pascale Guéricola. Bonsoir Pascale, ou plutôt bonjour. Oui, c'est plutôt bonjour ici. Bonjour Pascal. Et bien sûr Bernard Pivot qui est toujours avec nous. Bernard Pivot qui est le parrain de cette semaine de la francophonie. Rebonsoir. Bonsoir, Bernard oui, très Pivot. heureux d'être le parrain. Voilà, pour les interpeller, pour interpeller tous nos invités ou simplement pour témoigner, vous avez le net avec le mot Estelson, vous avez aussi le téléphone 01 45 24 7000. Claire Servagent, le téléphone sonne. Et pour commencer, direction le Québec où Pascal Guéricola justement a posé quelques questions à Sébastien Fréchet. C'est un auteur québécois. Alors on écoute histoire de se mettre en bouche, de se mettre dans l'ambiance. Si je te dis j'ai le seum, le daron et la daronne, pendant ce temps-là, ils se tapent des barres. Barre, comment tu l'écris? Se taper des barres. Ça. Des barres de chocolat? Des tablettes de chocolat? Le bar, B-A-R, c'est un poisson. Peut-être que ça fait référence à une zoophilie obscure. Le daron, par exemple, le daron de Munchausen, mais sinon... écoute, j'ai aucune idée. Sérieusement, je sais. Et toi, si tu posais une colle au français, ça serait quoi? Par exemple, ce soir, la soirée s'est bien déroulée, puis mon père puis moi, on a vraiment été sur la coche. Être sur la coche, ça veut dire vraiment être performé à la bonne place au bon moment. Là. Ça pourrait dire. Il y a aussi péter sa coche, qui veut dire péter un plomb ou péter un câble. Mes flots n'étaient pas du monde, ils n'avaient pas rangé leur chambre, fait que j'ai pété ma coche. Ça veut dire les enfants n'avaient pas fait le ménage de leur chambre, puis je me suis fâché contre eux, puis je me suis énervé. Voilà, on y est rentré de plein pied. Bernard Cerquiglini, vous qui êtes ancien recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, vous avez tout suivi sans problème là, être sacoche, tout ça? Non, pas tout, en effet. Pourtant, j'allais à Montréal tous les mois. Mais j'ai noté le mot daron que nous utilisions en France il y a quelques années et qui revient. Maintenant, les jeunes utilisent le mot daron. Donc, il y a des mots qui font retour, qui se déplacent dans l'espace et dans le temps aussi. Voilà, et c'est tout ce que vous expliquez dans ce dictionnaire. Enrichissez-vous par les francophones. Expliquez-nous ce que c'est que le français de référence et ce que c'est que le français augmenté, Bernard Cerquiglini. Le français de référence, c'est le français de la norme internationale, le français que nous utilisons en ce moment à France Inter. Et j'ai proposé le français augmenté, c'est-à-dire d'adjoindre à ce français toute une série de francophonismes québécois, sénégalais, burkinabés, qui sont transparents et qu'on l'on pourrait adopter facilement, car le mot est plus simple ou plus clair. Par exemple, en Suisse, on ne note pas dans son agenda, mais on agende. Ou bien en Afrique centrale et de l'Ouest, quand un écolier copie sur son voisin, il girafe. C'est un verbe qu'adore Bernard Pivot. Et donc Alors expliquez-nous pourquoi il girafe, parce que l'explication vaut quand même son pesant de cacahuètes. Tout simplement parce que deux élèves sont l'un à côté de l'autre, il y en a un qui sait pas, l'autre sait, et donc il y en a qui écrit très bien, et l'autre tend son cou comme une girafe pour regarder ce qu'il y a sur la copie de son voisin. Donc il girafe. C'est pour ça, c'est merveilleux. C'est fabuleux, merveilleux. Et ça permet vraiment de s'en souvenir. Roukiata Ouedraogo, vous connaissiez, vous, cette expression, girafe? Oui, ça, exactement. Pomper sur le voisin? Oui, on l'a fait à l'école. Oh, vous avez giraffé, la vilaine. Vous avez cartouché à l'école? Ah, cartouché. Oui.
Ah. Non, ça se dit pas chez vous. Expliquez-nous, Bernard Saccheghini. Cartoucher, c'est redoubler, mais avec l'autorisation de redoubler une seule fois. On tire sa dernière cartouche et tout le monde dit cartoucher, les cartoucheurs. Non, j'ai pas cartouché. Le livre de Bernard Saccheghini que j'ai lu et dont j'ai fait d'ailleurs un article dans le journal du dimanche, c'est un livre merveilleux. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses formidables qu'on pourrait adjoindre à l'usage de notre langue, parce que ce sont des mots évidemment plus faciles, qui nous faciliteraient la vie, qui nous faciliteraient la conversation et qui feraient honneur à tous les pays francophones qui les ont inventés. C'est vrai qu'il y a des choses absolument magnifiques dans ce livre. Le pain couché, ça vient de Côte d'Ivoire. Oui. Le pain de la veille. C'est le pain de la veille. Donc il a dormi, c'est le pain couché. Et ce n'est pas tout à fait le pain rassis. Et je ne sais pas comment on dirait, nous-mêmes à Lyon, je sais pas comment on dirait. C'est pas le pain rassis, c'est le pain qui a quand même passé la nuit. Il est moins frais. Non. Vous connaissez comme à Abidjan, moi je connais le riz couché. C'est un riz qu'on prépare la veille et on le met sur la sauce et on le mange que le lendemain, c'est encore meilleur. Le riz couché. C'est très bien. Alors, puisqu'on en est à la gastronomie, le poulet bicyclette. Ah, ça c'est très connu, surtout dans mon pays. Allez-y. Ça c'est notre marque de fabrique au Burkina Faso. Oui. Le poulet bicyclette. Pourquoi bicyclette? Parce qu'on court derrière. On le court après, pendant très longtemps pour l'attraper. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, le poulet, il est bien musclé. Il est bien musclé. Exactement. C'est du bon poulet. Comme les cyclistes. C'est pas un poulet d'ici, qui a été élevé au... Vous dites un poulet cadavre pour les poulets que l'on vend sous cellophane? Non, ça non, je poulet cadavre, c'est le poulet de grande surface. Mais le poulet bicyclette... Mais ça, ce sont des inventions populaires, hein. C'est le peuple qui a inventé. Oui. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ces mots, ce girafé ou le poulet, le peuple s'exprime avec talent. Voilà, alors vous nous expliquerez tout à l'heure, Bernard Saccheghini, comment justement les mots circulent, comment un mot finit par se retrouver dans un pays ou dans un autre, mais c'est le téléphone sonne ce soir, donc on va aller au standard de France Inter. On va retrouver Katia qui nous appelle de l'Essonne. Bonsoir Katia. Oui, bonsoir à tous. Alors je vais dire à Monsieur Pivot qu'il est ma Madeleine de Proust. Vraiment, il nous a fait aimer les livres, la littérature. Et puis, je vous en remercie pour ce 18-20 parce qu'avant le week-end, c'est vraiment un régal. Alors moi, par rapport à la francophonie, merci à vous. La fêter, voilà, c'est le mot la fête. Depuis tout à l'heure, mais vraiment, j'ai le sourire aux lèvres d'entendre toutes ces expression de tout ce mélange. Et justement, cette France, est-ce que, via les médias, notamment la télévision, ne pourrait-elle pas faire un effort sur une semaine pour diffuser justement tout un tas de chefs-d'œuvre, de petits chefs-d'œuvre d'Haïti, d'Afrique, pour montrer justement la richesse de cette langue française, comment elle est prise par nos amis francophones et comment c'est jouissif. Voilà. Et je déplore qu'au niveau même des communes, il n'y a pas cette fête de la langue française. Et je peux dire ça d'autant plus que moi, je ne suis pas d'origine française, mais que cette langue, j'ai un amour immense pour elle. Vous êtes de quelle origine, Katia? Moi, je suis d'origine algérienne. Et c'est votre langue? Et ma langue, c'est le français. Un grand merci Katia pour cet appel. Vous posez la question notamment des émissions de télévision. Alors on a deux hommes de télé ici. Mais ce que je voudrais d'abord dire, c'est que très souvent, il y a chez les gens pour qui le français n'est pas la première langue, un amour du français qu'on ne trouve pas chez nous qui sommes nés dans la langue française. On trouve ça m'a toujours frappé quand je faisais mes émissions et ça me frappe encore quand très souvent dans la rue je suis abordé par des Maghrébins ou bien des gens très souvent d'Afrique mais aussi d'autres pays européens qui ont appris le français et qui aiment la langue française, qui l'adorent la langue française et qui trouvent qu'on ne la défend pas assez contre ces agressions. C'est vrai. Bernard Saccheghini. Disons-le tout net, on défend plus le français en francophonie qu'en France. Exactement. Il faut le dire. Et surtout au Québec. Et surtout au Québec. Et nous sommes fiers de parler français, d'être francophones. Et il faudrait pendant une semaine ou un mois ou toute une année diffuser des émissions, des chansons, parler d'écrivains qui illustre cette langue un peu partout dans le monde. Elle est vivante. Vous-même, vous faites une émission quotidienne sur TV5 Monde, c'est ça? Je vous remercie beaucoup. Une toute petite émission sur TV5 Monde. Sur la langue française. J'en ai enregistré un bon millier déjà sur les mots de la langue française. Oui. Oro Katia Ouedraogo, c'est vrai. Vous sentez ça aussi, vous? Les oui, Français ne s'occupent pas assez de leur langue? Je ne dirais pas ça, mais je pense que Katia a totalement raison et je pense qu'il faudrait pouvoir avoir des émissions, que ce soit à la télé, même à la radio, comme vous faites, vous, et pouvoir exprimer, que les gens puissent exprimer dans différentes façons, comme on disait ici. Le français est élastique pour moi. On le manie comme on veut.
Et en Afrique, on a compris ça, et partout au Québec aussi, et ailleurs. Donc oui, il faudrait absolument trouver une plateforme pour pouvoir faire ça. Alors vous avez raison de parler du Québec, et on va justement retrouver Pascale Guéricola, notre correspondante à Québec. Bonsoir Pascale. Pascale Guéricola est-elle en ligne? Non, elle n'est pas là. On la retrouvera dans quelques secondes. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, Bernard Cerchiglini, il y a une seconde, c'est vrai que nous, en France, on ne prend pas conscience de l'importance de la francophonie. Alors, on va donner quand même quelques chiffres à l'occasion de cette émission. Combien de francophones dans le monde, d'après l'Organisation internationale de la francophonie? 274 millions de personnes, c'est ça? Oui. C'est un peu exagéré. Je crois que le bon chiffre, c'est de gens qui vraiment pratiquent la langue. Quotidiennement, c'est autour de 250 millions. C'est beaucoup. Ils ne sont pas forcément de langue maternelle française, mais ils la pratiquent comme Katia. En Algérie, on parle arabe, berbère ou français. Au moins 250 millions. On appelle ça les locuteurs. Locuteurs, voilà. Donc c'est une langue qui est une des grandes langues internationales. Elle n'est pas en danger. On ne l'a jamais autant parlée depuis qu'elle s'est distinguée du latin. On ne l'a jamais autant écrite grâce à l'Internet. On ne l'a jamais autant apprise. Il faut aussi savoir quelle est la 3e langue apprise dans le monde. Plus de 100 millions de personnes l'apprennent. Donc, et la 4e sur Internet, la plus utilisée. Oui. C'est extraordinaire. 5e langue la plus parlée dans le monde. Ça, c'est ça. Donc, pourquoi ne pas lui faire confiance? Nous aimons toutes les langues, nous aimons l'anglais, l'espagnol, mais nous sommes fiers de parler français, et je dirais même de parler francophone, c'est-à-dire que nous partageons une langue qui existe en variétés, qui ont toutes même dignité, la variété française, québécoise, burkinabé. Alors, il y a un pays, effectivement, dans lequel on est bien conscient de l'importance de sa langue. C'est le Canada, et plus précisément la province du Québec. On a retrouvé Pascale Guéricola. Bonsoir, Pascale. Rebonsoir, rebonjour plutôt. Un petit mot, justement, sur le Québec, parce qu'on a toujours dit qu'effectivement, les Québécois faisaient très attention à leur langue, face à l'anglais, puisqu'ils sont dans une marée qui parle anglais. Mais le français, quand même, perd du terrain au Québec? Oui, effectivement, depuis les années 60-70, il y a eu une vague portée vers le nationalisme québécois, l'identité québécoise, un peu comme la même vague qu'a connue les pays colonisés comme l'Algérie, la Tunisie, etc., qui se sont détachés finalement de la France. Nous, c'est le contraire. On s'est au contraire rapproché de la langue française, puisque c'était surtout l'anglais qui dominait les échanges à ce moment-là, et la hiérarchie aussi de la société. Donc, dans les années 60-70, c'était très important de parler français. Et quand le Parti québécois, qui était le parti indépendantiste, a pris le pouvoir en 1976, une des premières mesures qu'il a prises, c'est d'instituer la loi 101 qui déclarait le français langue officielle du Québec. Donc, ce qui comprenait un certain nombre de législations, par exemple, par rapport à l'affichage commercial, par rapport à la langue qui était parlée dans l'entreprise. Tout ça, 30-40 ans plus tard, c'est un peu essoufflé au fil des gouvernements, parce que peut-être les générations suivantes n'ont pas pris conscience de l'importance d'asseoir juridiquement et selon la législation cette langue française qui se trouve un peu entourée d'une marée anglophone. Et au sein aussi de la Fédération canadienne, démographiquement, le Québec a perdu son importance. Donc, c'est de moins en moins important au Canada de parler français finalement, même s'il y a des écoles francophones d'immersion par exemple. Donc tout cela veut dire que cette vigilance que l'on avait au Québec par rapport au français, c'est un peu érodé. Bien sûr, il reste des choses très importantes. La loi 101 est toujours là, toujours très présente. L'Office de la langue française également qui aide les gens par exemple à améliorer le français. Il y a même une ligne pour les journalistes, une ligne de téléphone et un site internet où on peut poser des questions, trouver des néologismes pour améliorer toujours la qualité du français et pour également trouver des nouvelles façons de faire évoluer cette langue. Mais par ailleurs, si vous allez à Montréal, vous allez vous rendre compte que de plus en plus, on s'adresse à vous en anglais parce que il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à Montréal, des communautés immigrantes qui, elles, n'ont pas cette conscience de l'importance de parler français puisqu'elles arrivent en Amérique du Nord. Donc pour elles, c'est logique de parler anglais et c'est même nécessaire. Et le gouvernement n'a pas peut-être la poigne ou peut-être la gentillesse de leur expliquer que ici ça se déroule en français. Et donc on a
on assiste à une espèce d'anglicisation, mais je dirais latente, insidieuse, du fait que les locutions sont de plus en plus présentes dans les conversations normales. Les conversations aussi passent facilement d'une langue à l'autre, et même la prononciation de Montréal se différencie et se distingue des autres prononciations ailleurs au Québec. Montréal qui représente quand même la moitié des Québécois. Parce que on a une prononciation de plus en plus à l'anglaise. Alors, par exemple, vous n'allez pas dire je veux un fromage, mais vous allez dire je veux un fromage ou j'en veux une slice. Donc, vous voyez, c'est une prononciation. La musique commence à ressembler à la musique de l'anglais. Merci beaucoup, Pascal Guéricola. Vous restez en ligne. On reviendra vers vous dans quelques minutes. Bernard Cerquiglini, aujourd'hui, l'endroit où on parle le plus le français, c'est l'Afrique. 55% des francophones résident en Afrique. Bien sûr, et c'est l'avenir. C'est l'avenir de par la démographie, de par le dynamisme économique de l'Afrique. Simplement, on nous dit qu'en 2050, 9 francophones sur 10 seront africains. Ils seront africains. On peut y croire à ça? Oui, si l'on projette les courbes. Ouedraogo qui acquiesce. Mais ils doivent être formés. Il faut que l'école africaine suive. Si ces enfants ne sont pas formés, s'ils n'ont pas d'études secondaires et supérieures, ça ne servira à rien. Il faut que le français reste une langue de savoir et de formation. Donc je suis optimiste si la francophonie aide. Alors est-ce qu'elle aide? Oui, bien sûr. Suffisamment. Jamais suffisamment, Bernard, mais non, il y a de bons programmes. Mais bien sûr, mais est-ce qu'elle aide vraiment Elle fait le maximum. Mais vous savez, dans les années qui viennent, il faut recruter pour toute l'Afrique 1 million d'instituteurs. Et il faut les former. Car il ne s'agit pas seulement de bâtir des écoles, il faut former. Donc nous avons fait ce que nous avons pu. Les gouvernements sont actifs en Afrique. Il y a des très bons ministres de l'éducation. Il faut que les moyens suivent. La Banque mondiale aide. C'est un enjeu gigantesque. Si nous le relevons, nous aurons là une francophonie extraordinaire. Rukatia Ouedraogo, vous qui sillonnez le continent africain, vous qui êtes africaine, c'est une chance immense en tout cas d'avoir cette langue en commun dans tous ces pays. Exactement, c'est une chance, une grande chance déjà de pouvoir avoir accès à l'éducation, comme disait monsieur Cerquiglini. Bernard, voilà. Oui, mais ils s'appellent tous les deux Bernard, alors on va falloir trouver un truc là. Je pense que oui, il faudrait faire ça, il faudrait donner la chance aux Africains de pouvoir et de pousser quoi, d'aller au-delà de tout ça pour pouvoir amener la langue française. Que tout le monde ait accès à ça, je pense que oui, c'est très important. J'ai vu Bernard Cerquiglini même que les Chinois, ils ont compris l'importance du français en Afrique. Ils s'inscrivent, paraît-il, en masse au cours de l'Alliance française pour aller travailler en Afrique, puisque les Chinois sont très présents sur le continent africain. Ah oui, s'il y a un pays où on apprend le français, c'est la Chine. Pour des tas de raisons. D'abord parce que ils ont compris que le monde est plurilingue et que l'anglais ne suffit pas. Ils ont compris que l'Afrique parle français et donc les alliances françaises sont pleines. Et l'an dernier, Bernard a bien voulu que je le remplace pour la dictée pivot à Pékin, c'était il y a juste un an. Et Bernard, j'ai constaté qu'il y avait 100 000 inscrits à la dictée. Ouais. Et j'ai dicté le texte aux 20 meilleurs. J'ai dû rajouter des questions subsidiaires qu'elles avaient fait 0 faute. Ouais. Les étudiants chinois sont extraordinaires. Et on ouvre une dizaine de départements universitaires en Chine tous les ans. Essentiellement pour aller donc en Afrique. Principalement, bien sûr. On repart au standard de France Inter. C'est Jean-Michel qui nous appelle cette fois de la Creuse. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Claire et bonsoir. Bienvenue sur l'antenne d'Inter. Bienvenue à vous. Beaucoup. Que souhaitiez-vous nous dire Jean-Michel ? Écoutez, moi je suis professeur de français donc dans un collège de Creuse, à Bourg-en-Bresse. Alors en Limousin, on aime beaucoup la francophonie puisqu'il y a le festival des francophonies, vous savez, en automne. Il y a aussi au mois d'août à la Civière le superbe festival interculturel du conte, d'ailleurs sur lequel je présente une émission en radio. Donc voilà. Et moi en tant que prof, j'aime beaucoup travailler sur la francophonie, notamment avec mes troisièmes, et je m'efforce pendant cette année de troisième de travailler sur une séquence autour de la francophonie. Donc là cette année j'ai choisi le Québec. On est en train de travailler sur des textes de Michel Tremblay, là, un roman qui s'appelle 44 minutes 44 secondes. On va voir la poésie québécoise à travers Nelly Gant, le cinéma québécois, la chanson québécoise, Pauline Julien, enfin, vous voyez, tout un programme autour d'auteurs québécois. Merci. Autour de la langue québécoise. Merci beaucoup Jean-Michel pour ce témoignage. Bernard Pivot.
Ah bah, il a tout compris, Jean-Michel. Hein oui. Oui, dans les côtes, dans la Creuse, au plein centre de la France, d'un seul coup, là, on célèbre la langue française du Québec, et puis les chansons, enfin bref, tout ce qui vient du Québec, c'est magnifique. Bernard, j'ai une question pour Bernard Pivot. Je suis un peu heurté par la distinction littérature française, littérature francophone. Ce ne sont pas les mêmes rayons dans les librairies. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire littérature de langue française pour tout le monde? Vous voudriez dire que la littérature francophone est un petit peu dénigrée par rapport à la littérature de langue française? C'est-à-dire que très souvent, on voit très bien, par exemple, chez Gallimard, il y a toute une collection de romanciers africains qui sont dans une collection spéciale. Et alors, il y en a quelques-uns qui accèdent à la Blanche, la célèbre collection Blanche de Gallimard, mais évidemment pas tous. Alors évidemment, ils seraient trop nombreux si on les mettait dans la collection Blanche. Donc, c'est une question de doigté aussi. Hein. Voilà, c'est difficile. Mais c'est vrai, là vous avez raison. C'est vrai que trop souvent on ne parle pas. Mais par exemple, tous les écrivains antillais, ils font partie de la littérature française, hein, puis ça y est, voilà, de langue française. Une question, Bernard Pivot, puisque vous êtes parrain de cette semaine de la francophonie et que le thème cette année c'est Internet, le français 4e langue d'Internet, vous nous l'avez dit tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut favoriser justement la présence du français sur la toile? Ça passe par quoi? En employant, mais surtout en refusant de répondre en anglais à des gens qui employaient le français, tout simplement. Tweeter en français, Facebook, mot anglais, on peut pas faire autrement, en français, et puis utiliser son ordinateur le plus possible avec la langue française, c'est tout. Voilà, il y a Pascal Guéricola qui veut absolument intervenir sur ce thème. Pascal, en direct de Québec, vous qui préférez dire courriel au lieu de mail, oui. Elle a raison. C'est très difficile pour l'édition québécoise de faire sa place au soleil dans les librairies et les grandes surfaces françaises, parce qu'on se retrouve souvent cantonné dans un rayon très à part, et c'est très 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 compliqué pour les distributeurs québécois de faire valoir les voix littéraires d'ici. Donc, je pense qu'il y a un certain ethnocentrisme français qui fait que, en dehors de ce qui paraît dans l'Hexagone, c'est très compliqué de faire comprendre que nous aussi, on parle français et on écrit le français, tout comme les Antillais, les Africains, etc. Et à la limite, c'est même plus facile pour les Québécois d'exporter leur littérature dans les Antilles et en Afrique qu'en France. Pascal, oui, pardon, Roukiata. Non, moi je voulais juste ajouter quelque chose que, par exemple, moi, en faisant mon spectacle Ouagadougou Pressé, ça a été travaillé à la sauce gombo. Sauce gombo, c'est qu'on a un peu revisité la langue de Molière, quoi. On l'a travaillé avec un français de rue, un français d'Afrique de l'Ouest, quoi, en utilisant le largo. Et au début, moi, j'ai eu peur, en fait, que le spectateur qui vient voir le spectacle ne comprenne pas. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le lexique, qui est une très bonne idée, d'ailleurs, puisque les gens s'affairaient avant de rentrer. Mais ça veut dire que, par exemple, vous, quand vous allez à Brazzaville, vous donnez le lexique aussi parce que c'est pas forcément le même français qu'à Ouagadougou? Exactement. Il y a des mots, en fait, qui ne sont pas pareils. C'est comme au Cameroun, comme on en parlait tout à l'heure. Au Cameroun, il y a des mots qui ne disent pas la même chose en Afrique de l'Ouest, à Ouagadougou ou en Côte d'Ivoire. Donc du coup, mais en fait, au fur et à mesure que j'ai joué la pièce, on s'est rendu compte qu'en fait, le public comprenait au final. Bon, ça faisait plaisir aussi aux gens de repartir avec un lexique parce que ça faisait un souvenir, quoi. Mais voilà, mais au final, les gens comprennent. Et ça fait jamais de mal d'apprendre de nouveaux mots. Moi, j'ai une question quand même sur la francophonie, notamment l'Organisation internationale de la francophonie, l'aspect diplomatique et géopolitique, diplomatique des choses. Achille Mbembe, écrivain, philosophe africain, il considère lui que la francophonie c'est une idéologie du paternalisme colonial et de la servitude volontaire. Moi j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a cette idée de domination coloniale? Kiata Ouedraogo, peut-être que vous ne souhaitez pas répondre. Bernard Sarkiglini, question difficile, visiblement personne ne veut répondre. Écoutez, rappelons-nous qui étaient les pères de la francophonie. Léopold Sédar Senghor. Amani Diori, président du Niger, et Habib Bourguiba. Donc, ce sont eux qui ont porté le projet francophone face à un général de Gaulle qui craignait d'être taxé de néocolonialisme. Avec l'aide des Québécois, la francophonie est une idée francophone. Ce n'est pas une idée française au départ. Donc, franchement, il n'y a absolument pas de néocolonialisme. D'autant plus qu'elle est fondée sur l'idée de valeur, de fraternité et de développement.
Donc je ne vois pas du tout le paternalisme ni le néocolonialisme. Du tout. Voilà, et j'ajoute ce qu'a dit Michaëlle Jean sur notre antenne il y a quelques jours. Elle Écoutez, a dit les anglicismes, c'est une façon de se coloniser soi-même. Voilà, ça c'est peut-être une des réponses à apporter. Ça c'est tout à fait juste. Voilà, on repart. C'est d'abandonner. Voilà. Oui. On repart au standard de France Inter. Cette fois-ci, c'est Julien de Lyon qui nous appelle. Bonsoir Julien. Oui, bonsoir à tous. C'était donc une remarque suite juste à ce que vous venez de dire à l'instant concernant la propagation de l'anglais dans notre pays, notamment vis-à-vis dans le monde touristique. On a entendu, il y a ça quelques semaines, que la mairie de Paris, par exemple, distribuait des guides à l'attention des hôteliers ou des musées, dans le monde touristique, donc qui attirent des touristes en France et à Paris notamment, afin de favoriser la pratique de l'anglais dans ces lieux-là. Alors moi, ça m'étonne un petit peu que une institution politique, administrative française favorise la pratique de l'anglais, alors qu'au contraire, on devrait favoriser la culture française et notamment notre langue, donc par le fait de parler notre langue et de faire découvrir et de faire accepter la pratique du français, notamment aux touristes qui viennent visiter notre pays. Merci voilà. Julien de nous avoir appelé. Ouais. Bernard Pivot. Ah oui, non, mais c'est vrai, nous sommes souvent lâches, nous sommes souvent défaitistes, nous reculons, nous avons peur, nous avons ce qu'on appelait autrefois le respect humain, c'est-à-dire qu'on n'ose pas. Alors évidemment, on se couche, voilà. Mais c'est pas seulement ça à Paris, mais dans beaucoup d'autres domaines, on sait très bien que la langue française souvent, laisse la langue anglaise s'installer à sa place et sans aucune raison. Voilà, et la devise choisie pour tenter de décrocher les JO de 2024, Paris a choisi Made for Sharing, c'était en grand sur la Tour Eiffel. Bernard Cerchiglini. Comme dit Bernard Pivot, nous sommes lâches et en plus j'ajouterais nous sommes idiots. Car les 80 millions de touristes qui viennent en France viennent pour la France, sa culture, ses châteaux, ses musées, donc ils veulent entendre du français. Que l'on utilise de l'anglais pour communiquer, l'anglais est fondamental, mais les valeurs, l'idée que l'on a de la France, elle est associée à la langue française. Donc c'est un travail à très courte vue. Si la France passe à l'anglais, nous n'aurons plus de visiteurs. Absolument. Et alors, effectivement, ce fameux slogan anglais contre lequel j'ai protesté avec beaucoup de véhémence, c'est une ânerie. C'est une ânerie du comité olympique de proposer un slogan en anglais pour présenter la candidature de Paris, alors que le français est langue olympique. C'est stupide. Mais alors, ils en sont... j'ai eu une conversation avec le président du comité olympique et ils reconnaissent qu'ils ont commis une erreur et que effectivement ils se doutaient pas qu'il y aurait autant de répercussions, etc. Et j'aurais conseillé maintenant, non pas de retirer le slogan anglais parce que maintenant sinon ils perdraient la face, mais d'ajouter un slogan français et puis pas seulement de contenter de traduire bêtement le slogan anglais, mais d'inventer un très beau slogan français. Voilà, on vous dira quand il sera là, ce beau slogan. Une question pour vous, d'Alice, sur Twitter, Bernard Pivot. Je me demande ce que pense Bernard Pivot de la clause Molière, la fameuse clause Molière, pour qu'on parle français sur les chantiers. J'adore le français, dit Alice, mais de là à l'utiliser pour exclure. Oui, alors Molière, d'ailleurs, le pauvre Molière, il est vraiment mis à toutes les sauces, le pauvre. Il n'a rien demandé. C'est terrible. Alors, oui. Donc l'appellation, moi, me paraît stupide. Alors bon, c'est rentable. Malheureusement, c'est une affaire politique et une affaire économique. Et le pauvre Molière n'a rien à voir là-dedans. C'est soi-disant une mesure de sécurité, effectivement. Il vaut mieux savoir lire le français sur les chantiers, mais c'est évidemment une manière qui a été prise pour la préférence française sur les chantiers. Jean-Louis nous appelle de Touraine. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir, oui, je suis en plein pays de Rabelais. D'ailleurs, nommé sur tous les dépliants touristiques Loire-Valais, L2LEY. Voilà. Je leur ai expliqué un certain nombre de fois qu'ils n'étaient que des sots, mais ils n'ont rien voulu entendre. Bien, mais c'est pas pour ça que je vous appelais, c'était juste une réaction à ce qui avait été dit précédemment. J'ai entendu dire aujourd'hui que M. Mélenchon avait une proposition qui était de transformer l'Académie française en Académie francophone. J'aurais voulu savoir ce que vos éminents
invité pouvait penser de cela. Excellente question. Bernard Pivot qui manque pas une occasion l'Académie française de taper sur l'Académie est française. déjà une académie francophone parce qu'elle a en son sein maintenant des gens, ce qui n'existait pas il y a encore 50 ans, hein, mais qui existe maintenant. Enfin, celui qui est entré en premier, c'est Senghor, hein, quand même, faut pas l'oublier. Donc, alors l'appeler, c'est pas possible. L'Académie française tient beaucoup à ses statuts, elle tient beaucoup à son histoire, et donc l'appeler comme ça, dire ben voilà, on fait la révolution et on l'appelle plus Académie française mais francophone, ça je pense ça passera jamais. Ça passera jamais parce que Richelieu ferait un double salto dans son tombeau là, hein, s'il apprenait ça. Non, je pense Bernard pas. Sarfigline. Je suis d'accord avec Bernard Pivot. J'étais à la réception de Dany Laferrière à l'Académie française et croyez-moi, quand il est rentré dans son uniforme et que tous les Haïtiens de la salle se sont levés et ont commencé à chanter, eh ben ce jour-là, elle était francophone, vraiment. Ouais. Alors, on va garder 4-5 minutes à la fin de cette émission pour un conte de Roukiata Ouedraogo qui va nous faire le petit chaperon rouge. Voilà, version burkinabé. Mais je voudrais d'abord avant de vous passer la parole, Roukiata, qu'on voit encore quelques mots qui figurent dans le dictionnaire de Bernard Cerquiglini, parce que il y a quand même des choses assez marrantes tirées de l'ampérage. Ah oui, c'est être très fatigué. C'est une expression québécoise. Hein, on tire de l'ampérage comme une machine qui a utilisé trop d'électricité. On est fatigué. C'est très joli, ça. Hein. Chanter la pomme, Bernard Pivot. Oui, est-ce que ça peut être ça? C'est au Québec, ça. Comptez fleurette. Hein. Pascal Guéricola, est-ce que vous êtes là? Chanter la pomme. Mais, moi, franchement, l'ampérage, j'avais jamais entendu ça. Et chanter la pomme? Chanter la pomme, oui, souvent. Moi, je me fais souvent chanter la pomme. Mais en français, on disait se lécher la pomme. Se lécher la pomme, c'est s'embrasser. Se lécher la pomme, à Lyon. Et on dit pas courir à la galipote aussi, chez vous? Ah, bah oui. Et courailler? Courailler, ah bah oui. Mais je vois que vous avez un vocabulaire très libertaire. Oui, on va essayer d'être un petit peu plus sérieux. Confituré, j'ai vu, ça c'est. Alors ça, je l'aime beaucoup parce que très logique, en plus. Les verbes du premier groupe sont très productifs en français, et donc on en a fabriqué toute une série. Et le matin, nous beurrons nos tartines dans le français de référence. Mais en Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? On les confiture. Pourquoi ne pas confiturer ces tartines? Vous le dites, confiturer? Non. Je ne connaissais pas, mais oui, je pense que alors ça doit se dire. Afrique centrale, alors. Oui, mais alors moi qui mets du beurre et de la confiture sur mes tartines, qu'est-ce que je dois dire? On va vous trouver un mot spécial pour vous. On va chercher. Les bureaux confiturés. Ouais. Un mot composé. Alors il y en a un qui est super, Pascal Guéricola, je ne sais pas si vous l'utilisez, clavardage. Pour chatter sur la toile. Oui, ça fait partie en fait des mots qu'a proposé dernièrement, ces dernières années, l'Office de la langue française, qui cherche sans cesse là, avec ses linguistes des néologismes. Courriel en est un, donc courrier électronique, tout le monde l'emploie ici couramment, et clavarder également, c'est assez courant également comme finalement texter ou autre là. J'en profite alors pour saluer et complimenter les Québécois qui ont une invention que nous, Français, là, nous n'avons pas. Clavardage, c'est une invention formidable. C'est un mot valise, la contraction de clavier et de bavardage. Donc c'est un mot magnifique. Et nous, Français, on est incapables de créer des mots comme ça. Il y a que les Québécois qui sont... Et le courriel. Et le pourriel. Le pourriel. Qui est le spam. Voilà. Non, il y a des trucs formidables. Le flipper, la machine à boules, le bowling, salon de quilles. Non, mais ils sont fabuleux. Bon, allez, on vous avait promis le petit chaperon rouge version Burkina Faso. Exactement. Roukiata Ouedraogo, c'est à vous. Voilà. En fait, dans les années 40, il y a un écrivain, Pierre Devaux, donc là je parle sous l'autorité de Monsieur Pivot, qui a écrit en fait, rédigé en fait une version du petit chaperon rouge en argot. Moi, je l'ai revisité à ma sauce gombo. Voilà. Il était une fois une fraîchenie qui ne laissait personne indifférent. Sa vieille en était enjoyée et sa grand-mère encore plus d'enjoyée. Sa vieille lui fit faire un petit chaperon rouge avec lequel elle était ménée et partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa daronne ayant préparé des galettes dit à la petite fraîchenie: va voir ta grand-mère car on m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Porte-lui une galette et ce petit pot de beurre de qualité. En passant, le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère qui habitait dans la brousse. En passant par un autre chemin, elle rencontra le loup qui a mis son œil sur elle
et eut bien envie de la choper. Mais il n'osa pas à cause des coupeurs de bois qui étaient en train de caillementer dans la forêt. « Et c'est comment? Où vas-tu comme ça ?» demanda le loup à la Frechnie. La pauvre Frechnie, qui ne savait pas que le loup était un Nangaboku, s'arrêta et se mit à affairer avec lui. « Je vais voir ma grand-mère et lui apporter une galette et un petit pot de beurre de karité que ma daronne lui envoie. »« Elle habite où ?» lui demanda le loup. « Oh, dit le petit chaperon rouge, elle habite jusqu'à là où le chien est mort là. Tu vois la première maison au village là-bas là, elle est versée là-bas. » Eh bien, dit le loup, je vais aller la voir aussi. Je m'en vais par ce chemin et toi par l'autre chemin. Nous verrons qui arrivera le premier. Le loup se mit à béou par le chemin qui était court et le petit chaperon rouge par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des arachides et à courir derrière les criquets. Le loup s'est débris pour arriver le premier devant la cour de la grand-mère. « Cococo! C'est qui ?» demanda la grand-mère. « C'est ta Fitini, ta petite Fitini, le petit chaperon rouge, des gamins, le loup. Je t'apporte une galette et un petit pot de beurre de karité que ma daronne a préparé pour toi. » Comme la grand-mère était malade, elle resta couchée dans le lit et dit au loup, « Tire sur la porte et entre. » Le loup tira. Il rentra et se jeta sur la grand-mère et se blessa avec en moins rien de temps car ça faisait 2 jours qu'il n'avait rien chopé. Ensuite, il referma la porte et allait se coucher dans le lit de la grand-mère en attendant l'arrivée du petit chaperon rouge. « Cococo, c'est qui ?» Le petit chaperon rouge entendit la grosse voix du loup et eut peur d'abord, mais croyant que sa grand-mère était enrhumée, répondit « Mais c'est votre petite fille là, le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui parla mielleusement. « Tire sur la porte et rentre. » Le petit chaperon rouge s'exécuta. Le loup, la voyant entrer, se cacha sous les couvertures et dit « Mets la galette et le pot de beurre de karité sur la natte et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où il fut étonné. « Ah, ma grand-mère, tu es bizarrement foutue, hein? Hé, grand-mère, vous avez des grands bras. Ah, c'est pour mieux te biseauter, ma fille. Mais vous avez des grandes jambes aussi, hein? Et qui est? C'est pour mieux béou, mon enfant. Et vous avez des grandes oreilles, hein? Et c'est pour mieux écouter, mon enfant. Mais vous avez aussi des grands yeux. Et c'est pour mieux te zioter, mon enfant. Vous avez des grandes dents. C'est pour mieux te choper, mon enfant. » Et sur ce, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge et se blessa avec. Ah là là, le petit chaperon rouge. Merci beaucoup, Magnifique, Ruth Ouedraogo. Merci beaucoup. Voilà. Bravo.